Un rapport sur la gestion de la période dite de pandémie est sorti en provenance de l'Alberta. En fait, de plusieurs jours, je vous avais parlé dans le cadre d'une vidéo d'un rapport d'enquête qui a été produit par un comité du Congrès américain. Donc, un rapport volumineux, 520 pages, dans l'optique de faire la lumière sur la période dite de pandémie. Donc, ce rapport a été produit par les Américains au niveau politique. Et là, j'apprends récemment que l'Alberta, donc cette province canadienne, a elle aussi produit un rapport d'enquête. L'information est sortie, entre autres dans les médias de masse. Ici, c'est un article de Radio-Canada auquel je vais faire allusion, en lien avec les sources auxquelles je vais, dans les prochaines minutes, commenter. Eh bien, vous allez toutes pouvoir les retrouver en bas de l'enregistrement. Donc, les choses bougent. Il y en a qui disent qu'on est dans la période de la révélation, du dévoilement en lien avec la gestion obscurantiste qui a eu cours là, pendant la période où on se faisait traiter de fous, de complotistes, d'édentés, d'antivax, d'antimax, moindrement qu'on pouvait remettre en question le narratif officiel ou apporter un regard critique parce qu'on était sous l'influence d'une dictature idéologique, d'un narratif qui faisait en sorte que, hors du narratif, point de salut. Donc, des gens que ça a nuit à leur travail, il y en a qui ont été... en tout cas, ça a eu beaucoup d'impact, mais là, il se passe quelque chose en Alberta. En fait, là, c'est sûr qu'il y a un rapport de gestion. Donc, ce qui est dit en lien avec le rapport, c'est intéressant. Là, ça, c'est dans les médias officiels. Fait que je me permets à ce stade-ci de le lire. Parce qu'il faut comprendre que si j'ai abordé ce genre de choses-là il y a 2 ans à peine ou 3, encore pire, ben, il y avait une grande censure qui était présente à la fois là, sur les sites de diffusion web et les réseaux sociaux. Mais là, les choses sont en train de changer. Ce qui est dit, c'est que le risque, donc par rapport au virus dans sa forme grave, est principalement associé à l'âge et aux comorbidités, souligne le rapport. Donc, en rappelant que les jeunes en bonne santé, les enfants n'ont pas besoin de vaccination obligatoire, surtout en l'absence de données probantes, solides sur leur avantage. Alors qu'on disait que tout le monde fallait qu'il se fasse injecter, c'était bon pour tout le monde. Et là, ce qui est intéressant dans le rapport, puis c'est marqué d'entrée de jeu ici, le rapport recommande entre autres de suspendre l'utilisation des vaccins avant d'en connaître tous les risques là, et d'explorer des solutions de remplacement comme l'hydroxychloroquine. Et voyons donc, on est en train de nous dire, ça fait plusieurs années qu'il pourrait y avoir des risques liés à l'injection. Les dirigeants du Québec, du Canada, toute la gang nous ont dit que tout ça c'était sécuritaire, c'était validé par la science, que dans le fond, c'était la seule solution possible pour faire face à la pandémie. Il y a eu des publicités par rapport à ça. Donc, et là, on nous dit de considérer même l'hydroxychloroquine. Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé avec ce célèbre Marseillais, le docteur Didier Raoult. Il y a eu une controverse alentour de sa personne parce que lui, il prescrivait l'hydroxychloroquine. Puis là, si vous écoutez le discours par rapport à ça, ça faisait plusieurs années que ça a été publié pendant longtemps, puis tout d'un coup, pendant la période dite de pandémie, là, c'était rendu dangereux. Donc, résultat... lui, c'est sûr qu'il a créé une polémique alentour de sa personne, etc. Mais c'est ça, le discours change présentement. C'est intéressant de le commenter. Je suis heureux de voir ça de mon vivant, qu'il y a un certain retournement de situation. C'est marqué, le rapport remet aussi en question l'efficacité des masques et des tests rapides en soutenant que le port du masque aurait dû être laissé à la discrétion du public. Parce qu'on nous forçait à porter le masque. Puis si on leur mettait ça en question sur la science derrière le masque, ah, vous êtes des anti-masques, vous êtes des complotistes.
C'est dit, les études sur l'efficacité des masques ont montré des résultats limités, surtout dans les milieux communautaires. Et on disait que tout ça, vous vous rappelez que ça s'appuyait sur la science. Vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques semaines avec le rapport aux États-Unis. On disait qu'il n'y a aucune preuve scientifique de l'efficacité des masques, ni de la distanciation sociale de 6 pieds, alors qu'on nous a fait croire dur comme fer que tout ça, ça s'appuyait sur des réalités scientifiques fondées. Donc, le rapport a été rédigé par un groupe dirigé par le docteur Gary Davidson, souvent critique, oui, de la gestion de la pandémie par la province qui l'accuse d'avoir exagéré l'impact de la COVID-19 sur les hôpitaux. Serait-il possible que c'est la même chose qui s'est passée au Québec, en France et dans différents pays occidentaux? C'est une question que je pose, j'affirme rien. Mais là, quand que je lisais ça, je trouvais ça intéressant, le rapport, le site de Radio-Canada en plus, mais je me dis, il doit y avoir anguille sous roche. Il doit y avoir quelque chose qui cloche, ils ne peuvent pas dire ça de même. Puis naturellement, là, on nous présente l'autre perspective. Là, on dit que Joe Vipond, urgentologue et cofondateur de la Société canadienne de la COVID-19 et d'autres experts sont inquiets, estimant que le rapport repose sur des opinions idéologiques plutôt que des bases scientifiques solides et qu'il pourrait ainsi encourager des politiques dangereuses. Ils disent le comité est influencé par des personnes anti-sciences qui en grande partie rejettent les vaccins et privilégient l'immunité collective naturelle par une exposition générale au virus. Selon lui, une telle approche est dangereuse car elle ne tient pas compte des risques de syndrome post-COVID-19 ni des décès évitables. Donc, c'est une menace. Ensuite, il dit, il critique les condamnations de suspendre l'utilisation des vaccins avant d'avoir évalué tous leurs risques et la promotion de traitements comme l'hydroxychloroquine qu'il considère comme inefficace et dangereuse. Ouais, mais il n'y avait pas un docteur marseillais qui nous disait que ça faisait plusieurs années, je me trompe pas, au-dessus de 75 ans, puis au-dessus de plusieurs millions, voire milliards de prescriptions d'hydroxychloroquine dans le temps. En tout cas, je me pose des questions. Fait que là, finalement, Radio-Canada, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté les idées qui ressortent du rapport, puis là, après ça, le reste de l'article, ce qu'ils font, c'est qu'ils démolissent le rapport. Ils disent que c'est un gaspillage de fonds publics d'avoir dépensé 2 millions pour un tel rapport, alors qu'elle peut être investie dans les hôpitaux. Sauf que le point derrière ça, quelqu'un peut dire que c'est dangereux, que c'est néfaste, OK? Mais présente-moi des arguments puis des preuves. Donc, si tu dis que, par exemple, de ne pas injecter les gens, c'est dangereux, ben, fais-moi la démonstration de ça. Ou s'ils disent, par exemple, que, dans le fond, l'injection est sécuritaire, OK? Mais à un moment donné, s'il y a des gens qui disent qu'ils ont des effets secondaires, parce que là, il a sorti une vidéo que je vous propose d'écouter sur Réinfo Québec, en fait, en lien avec ça. Donc là, Réinfo Québec, vous vous rappelez, j'en avais déjà parlé, il se passe des situations particulières. On observe là, dans le monde, là, vous avez des liens web, des vidéos au Canada, au Québec, un peu partout dans le monde, mystérieusement de la surmortalité. Puis là, les vidéos sont bien faites parce qu'on fait allusion à toutes sortes d'éléments. Puis on tourne un peu alentour du pot parce qu'ils veulent sans doute pas être censurés. Fait que là, ils font allusion à toutes sortes de choses. Puis si vous lisez un peu entre les lignes, vous pouvez deviner un petit peu qu'est-ce qui peut avoir amené cette surmortalité-là. Mais rendu à ce stade présent, quoique le vent est en train de changer par rapport au rapport, je me garde encore une petite gêne pour vous dire ouvertement c'est quoi, à mon avis, la cause de tout ça. Je peux pas vous le dire encore. On va attendre peut-être quelques mois avec d'autres révélations. Peut-être qu'après les États-Unis, puis l'Alberta, le Québec va se réveiller, ou la France. On verra. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais quoi qu'il en soit, il y a des morts mystérieuses qui surviennent présentement. Vous avez des vidéos que vous pouvez écouter, là, donc comme celle-ci, conférence de presse le 28 janvier, la fin du silence sur la crise sanitaire. Là, on parle de différents éléments, puis on parle d'une mort mystérieuse d'une personne qui a été injectée par une substance, mais
dans le fond, en tout cas, c'est assez spécial ce qui s'est passé. Puis on parle, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Mais je ne peux pas rien affirmer. Je veux que la vidéo reste sur YouTube. Mais si vous savez lire entre les lignes, vous pouvez vous poser des questions. En fait, pour être honnête, par rapport au rapport d'Alberta, c'est Dan Pilon qui en parle là, sur sa chaîne YouTube. Sinon, ben, en fait, il y a le réseau Théovox. Tu sais, dans le fond, que le réseau Théovox soit associé à un groupement religieux à caractère, dans le fond, en lien avec le christianisme. Que ça soit des évangélistes, moi, ça me dérange pas vraiment, en autant que s'ils abordent un sujet, parce qu'on fait allusion au rapport du comité américain, si le sujet est traité intelligemment, que la personne soit témoin de Jéhovah, qu'elle soit pentecôtiste ou évangéliste, si les éléments qui sont présentés, qui commandent le rapport en lien avec les révélations de l'enquête par rapport au Congrès américain, c'est pertinent. Je trouve ça pertinent. C'est sûr que les vidéos de Théovox, il y a un fond religieux. Mais on est tellement sous-développé au Québec que les médias de masse, d'amener des gens à parler et à discuter de ça, on n'a pas ça au Québec. Par rapport au rapport d'enquête aux États-Unis, les jours ont passé, puis naturellement, dans les médias de masse, que ce soit TVA ou Radio-Canada, à ma connaissance, il n'y a pas eu de gens qui en ont parlé, puis ils n'ont surtout pas fait d'émissions pour commenter ça de long en large avec des experts, des spécialistes. Mais non, on est trop sous-développé par rapport à ça. Bien entendu, puis en même temps, ben, les médias qui ont été complices tout le long de la période dite de pandémie, pour en vous donner quelques noms, Radio-Canada, TVA, qui ont été grassement financés par le gouvernement pour maintenir le narratif officiel. Inquiétez-vous pas qu'ils ne vont pas nécessairement présenter des éléments alternatifs, ou s'ils le font, un peu comme l'article ici, ben, ils vont tout démolir ça, mais quand tu démolis quelque chose, là, à un moment donné, il y aura des réalités qui devraient être considérées. Parce que si tu dis qu'une substance n'est pas dangereuse, puis finalement, tu as des cas de myocardite ou autre qui s'accumulent avec le temps, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va devoir rendre des comptes, là. Tout finit par se savoir. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs années, les compagnies qui faisaient la cigarette disaient que non, les cigarettes, ça n'occasionne pas le cancer, c'est pas vrai. Il avait embauché des gens, des lobbyistes. Il y avait même, à un moment donné, une compagnie de cigarettes qui avait embauché un médecin pour dire que c'était bon pour la santé de fumer la cigarette. Mais oui, ça s'est fait. Croyez-moi pas sur parole, tout est documenté. Puis finalement, ben, qu'est-ce qui est arrivé avec les années? Ben, les compagnies de cigarettes ont été obligées d'indemniser des gens ou leurs proches en lien avec des gens qui ont développé des cancers ou des problèmes de santé graves. Mais ça a pris plusieurs années pour reconnaître ça. Puis, pendant ce temps-là, ben, se sont enrichis de plusieurs milliards. Donc, c'est sûr que la justice, il y a un adage qui dit que la justice, c'est comme lent, là, mais chaque chose en son temps. Sinon, en fait, dans les liens que je voulais faire allusion, en fait, c'est ça. Par rapport à Studio Théovox, c'est sûr que, oui, il y a un fond religieux qui va faire en sorte que si vous écoutez les vidéos, souvent vers la fin, ils vont faire allusion à la Bible, ces choses-là, puis repentez-vous. Bon, et ça, c'est libre à chacun, là, si vous adhérez ou pas à ce volet-là, mais moi, ce que je veux dire en lien avec ce type de vidéo, c'est que c'est un média alternatif qui a fait un travail que les médias officiels ne font pas. Donc, à ce moment-là, pour ce qui est du fond religieux, si vous adhérez ou pas, ça vous appartient, là. Vous n'êtes pas obligé d'écouter souvent les fins de vidéo. Mais sinon, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses curieuses. Parce que pendant que Donald Trump a été élu et qui a rentré en poste il y a quelques jours, ben, d'une manière discrète, on a appris que le président Biden gracie Fauci. Vous savez, ce docteur Anthony Fauci, là, bon, ben, vous avez l'article ici, là. Imaginez-vous donc que
il a été gracié. On ne sait pas encore de quoi. Il n'y a pas eu d'accusation au niveau du gouvernement criminel par rapport à lui, mais pour vous remettre un petit peu en contexte par rapport à ce... J'allais dire scientifique, mais il y a toute une science particulière. On dit dans le rapport d'enquête qu'il a tenté de cacher des faits, puis dans le fond, c'est assez spécial que Biden le gracie à l'avance, alors qu'il n'est pas encore reconnu coupable de quelque chose. Tu sais, c'est assez spécial, et par rapport à ça, ce que j'ai à dire, c'est que le Dr. Fauci a fait des recherches sur le gain de fonction par rapport au coronavirus en Chine. Pourquoi en Chine? Parce qu'il ne peut pas y faire ces recherches-là aux États-Unis. Des recherches que si, par exemple, ils font des manipulations génétiques pour développer des virus plus puissants, et que si l'expérience tourne mal, eh bien, qu'est-ce qui peut avoir arrivé? Puis là, on dit qu'une des hypothèses en lien avec le scénario dit de pandémie, c'est une fuite de laboratoire. Bon, ben, si un virus qui a été manipulé génétiquement par des êtres humains sort du laboratoire, puis ce virus-là, ça donne qu'il génère un paquet de morts, bon, ben, c'est sûr que si la personne a sciemment procédé à ces manipulations et par négligence en lien avec des protocoles de sécurité, a fait en sorte qu'il y a eu des fuites de laboratoire, c'est extrêmement grave, là, ce qui s'est passé. Et c'est sûr que l'arme à travers, parce qu'il y a l'arme bactériologique par rapport à des bactéries, mais il y a aussi l'arme virologique qui existe. Ces armes-là, en fait, à la différence de l'utilisation, par exemple, de la bombe nucléaire ou d'autres bombes ou des missiles, c'est qu'elle a pour avantage de laisser intactes les infrastructures. Donc, autrefois, dans les guerres du passé, prenons par exemple la Deuxième Guerre mondiale, bon, ben, si par exemple l'Allemagne a été pilonnée par des bombardiers alliés qui ont envoyé plein de bombes à des villes en Hambourg, là, qui ont été ravagées entre autres par des bombes incendiaires, puis par la suite les maisons sont réduites en cendres, ou si on pense à Nagasaki, Hiroshima, qui ont été détruites par l'arme nucléaire. Bon, ben, c'est sûr que les vainqueurs qui prennent contrôle des territoires par la suite, des infrastructures des pays conquis, ben, c'est pas tellement avantageux si tout est en ruine. Par contre, s'ils réussiraient à utiliser, par exemple, une arme à caractère virologique ou bactériologique qui tue les gens sur place d'une manière ciblée, et par la suite récupérer les infrastructures, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, comment dire, la guerre occasionnera pas des pertes aussi importantes par rapport à ça, puis après ça, ils pourraient utiliser là, les infrastructures. Et pour ça, ben, qu'est-ce que ça prend? Ben, c'est de la biogénierie puis du génie génétique pour mettre en place des armes qui, par exemple, peuvent, dans le fond, cibler l'ADN de certaines personnes, entre autres. Donc, et ça, c'est un scénario qui vaut la peine d'être étudié, bien qu'il donne froid dans le dos, là, naturellement. Ou sinon, ben, c'est sûr que diffuser un virus très puissant, ben, ça peut être une façon dans la nature d'amener, entre autres, la mortalité des gens les plus faibles et vulnérables dans la société. Donc, on a des pays qui croulent sur les dettes. Prenons par exemple la France, les États-Unis. C'est sûr que si le gouvernement pourrait épargner de l'argent en n'étant pas obligé de payer des millions, voire des milliards de dollars à des gens retraités qui mourraient d'une manière prématurée, ça serait peut-être une façon de mettre fin à des problèmes d'endettement et de déficit. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec un virus. Naturellement, je ne dis pas que c'est le cas en lien avec la période dite de pandémie. Je n'affirme pas ça. Par contre, je dis qu'il y a plusieurs choses qui sont anormales. Et donc, mais là, c'est ça. Il s'est passé aux États-Unis un rapport d'enquête. Il y en a un en Alberta. Peut-être qu'on aura un jour le Québec. Dossier à suivre. Sinon, ben, en lien avec les références auxquelles je fais allusion, vous les aurez en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et à bientôt.